Ce programme vous est offert par Afriland First Bank. Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les grands enjeux du continent. Si je vous dis Soudan, vous pensez probablement à cette guerre persistante, ou plutôt cette guerre ignorée. Depuis avril 2023, le pays est en proie à un conflit d'une violence entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide qu'on appelle les FSR. Plus de 13 millions de déplacés, des hôpitaux bombardés, des enfants tués et une crise humanitaire que l'ONU qualifie de risque élevé, de génocide. Pendant ce temps, la guerre devient un terrain de jeu pour puissances étrangères. Les Émirats arabes unis et le Kenya armeraient les FSR selon le Soudan, pendant que le Tchad continue d'accueillir les réfugiés. Ce soir, on soulève plusieurs questions. Qui tire vraiment les ficelles de cette guerre ? Le continent est-il devenu incapable de protéger ses propres peuples? Pour en parler ce soir, je reçois d'abord à ma droite Macky Oumed-Gaba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique et membre de la DUP, la Dynamique Unitaire Panafricaine. Merci d'être avec nous. Plaisir. Face à vous ce soir, Makaïlen Gebla, qu'on ne présente plus. Bonsoir. Bonsoir Soukana, merci. Vous êtes journaliste politique, ancien conseiller à la présidence tchadienne et défenseur des droits. Nous avons le plaisir également de recevoir sur le plateau Yannick Achille-Fournier. Bonsoir. Bonsoir Soukaina. Vous êtes ingénieur financier entre autres, vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages et face à vous, nous avons le plaisir également de recevoir Basten Moubamba. Bonsoir. Bonsoir Soukaina. Analyste politique, défenseur des droits humains et auteur de l'ouvrage Fierté Noire, publié aux éditions L'Harmattan. Merci messieurs d'être parmi nous sur le plateau. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je disais en introduction qui tire les ficelles d'abord de ce conflit, mais peut-être revenir sur l'aspect d'abord humanitaire quand on entend ces chiffres, 13 millions de déplacés et cette déclaration faite par l'ONU. Basten, est-ce que ces chiffres ils font du Soudan aujourd'hui la pire crise actuelle sur le continent? En fait, disons, c'est un pays qui fait face effectivement à des horreurs inimaginables. Quand on regarde déjà les déplacés internes, parce qu'il faut bien voir effectivement qu'en ce qui concerne les déplacés internes, on est effectivement à plus de 11 millions effectivement de Soudanais qui ont quitté leur domicile, qui ont quitté leur ville effectivement pour s'installer dans des endroits beaucoup plus sûrs. Mais nous avons effectivement dans les pays limitrophes 3,3 millions de personnes qui en fait aujourd'hui vivent dans des camps en attendant que la sérénité et la paix reviennent dans le pays. On entend souvent justement revenir, merci Basten pour ces précisions, on entend de part et d'autre dans l'actualité ce nombre de morts, ce nombre de déplacés internes. Pourquoi est-ce qu'on en parle si peu finalement? On a le sentiment qu'il y a peu d'actions concrètes. Macky. Oui, c'est une excellente question. Le Soudan est un pays oublié, complètement oublié, ignoré, plus qu'oublié, ignoré parce que là, il y a un contexte qui donne la main plutôt aux pays voisins, aux pays intervenants qui, eux, ont des intérêts et qui n'ont pas intérêt à ce que leurs intérêts soient dévoilés. Donc c'est vraiment un sacrifice du Soudan par rapport aux intérêts étrangers. Yannick, je vous vois hocher la tête, il y a un intérêt à ce que cette guerre ne soit pas résolue. Tout à fait, parce qu'il y a justement des intérêts économiques immenses qui sont en jeu, il y a des intérêts stratégiques, voire géostratégiques qui sont en jeu, l'or, le pétrole, les terres, parce qu'il faut-il rappeler, c'est que aux origines de la crise, il y a nécessairement la question politique récente, mais une question beaucoup plus longue dans le temps, c'est la sédentarisation des nomades venus du Nord. Donc ce qui fait qu'il y a des triples enjeux. Donc, les anciens rebelles aujourd'hui ont non seulement la mission de contrôler l'État politiquement, mais aussi d'avoir des terres fertiles du sud du Soudan. Donc il y a toutes ces dimensions multiples qui s'entremêlent et au final deviennent compliquées parce qu'ils sont lourdement armés. Et ce sont des gens qui ont combattu en Libye, donc ils sont très aguerris. Donc ce qui fait que chaque pays est un peu prudent pour ce qui est des pays africains. Donc il faut vraiment avoir une armée très puissante pour y aller, pour pouvoir intervenir. Or, pour le moment, en Afrique, ni l'Union africaine, ni aucune organisation n'a une armée à point. Donc ce qui fait que les gens sont un peu prudents parce que lorsqu'on a parlé, il faut après être capable de joindre l'action à la parole. Donc ce qui fait que côté africain, c'est compliqué. Maintenant, côté européen et autres, forcément, ils ont bénéficié des trafics d'or et du pétrole, donc on ferme la bouche. Pareil pour le Moyen-Orient, où les Émiratis sont des deux côtés, ils sont
sont susceptibles de soutenir à la fois les deux belligérants. Oui, aujourd'hui, Donc, voilà, vous parlez des Émirats, ils font partie justement de ces puissances étrangères qu'on pointe du doigt aujourd'hui. Et avant d'expliquer tout cela, c'est vrai que vous l'avez évoqué, mais on devrait parler peut-être de la genèse de ce conflit. Makaïla, on parlera aussi plus tard du rôle des pays voisins, notamment le Tchad. Vous pourrez nous en dire un mot sur le rôle comme terre d'accueil, notamment des réfugiés. D'abord, si on revient sur la genèse de ce conflit, est-ce que l'histoire est la même ? Mais écoutez, merci Soukaina, merci. En fait, moi j'ai entendu tout le monde, les uns et les autres. Moi qui ai suivi en fait le conflit du Soudan depuis 2003, 2004, 2005, 2006, où il y avait le mouvement qu'on appelle le mouvement pour la justice et l'égalité de Khalil Ibrahim, qui était assassiné effectivement au Tchad, et que ces mouvements qui étaient composés essentiellement de groupes négro-africains, je veux dire, à l'époque, aujourd'hui, Al-Burhan et Miti, qui étaient avant des alliés contre le mouvement pour la démocratie et la justice de Khalil Ibrahim et Abdelaziz El-Helou, des mouvements qui sont basés plutôt au Darfour, ces mouvements faisaient la guerre au pouvoir central de Khartoum. Donc le pouvoir central de Khartoum utilisait à l'époque la milice Janjaweed qui était dirigée par Moussa Hilal et également dirigée par l'actuel leader des FSR, donc Dagolo. Et donc aujourd'hui, les alliés d'hier sont devenus aujourd'hui des ennemis d'aujourd'hui. C'est-à-dire Dagolo et Burhan sont aujourd'hui des ennemis jurés parce qu'en fait, le conflit qui les a opposés, qui les a en fait réunis il y a 10 ans, ce conflit aujourd'hui les oppose. Maintenant, vous avez Djibril Khalil et vous avez également Arkomini Menaou qui sont des mouvements armés du Darfour, composés essentiellement de groupes négro-africains qui sont aujourd'hui devenus les alliés de Burhan et qui se font la guerre à Himiti qui était avant, il y a 10 ans, allié effectivement du régime central de Khartoum. Et donc, ce conflit a une origine d'abord raciale, conflit également politique, étant donné qu'il y a une exclusion grandissante de composants négro-africains par rapport au pouvoir central dirigé par des groupes qui sont certes des groupes un peu de la consonance arabo-musulmane, mais également la particularité de ce conflit au Soudan, c'est que les gens même du Darfour sont aussi des gens qui parlent l'arabe et qui sont de peau noire, mais parlant également l'arabe et qui sont de culture musulmane. Et là-bas, en fait, c'est un pouvoir central qui exclut une partie écrasante des gens qui sont à la frontière tchado-soudanaise. Et donc, le conflit a pris une ampleur telle que la communauté internationale a du mal à lire. Sauf que si on est tchadien, par exemple, on a les mêmes communautés des part et d'autre, on peut comprendre les enjeux liés. Donc, le conflit a pris une dimension d'abord raciale, conflit politique lié à l'exclusion. Aujourd'hui, retournement de la situation, c'est que Arkomini Minawi, Djibril Khalil sont devenus les alliés de Burhan et qui s'opposent à Himiti qui était par le passé accusé lui-même des crimes contre l'humanité par rapport à la situation et qui est devenu aujourd'hui hostile au pouvoir. Donc du coup le conflit a une dimension multi-complexe à laquelle ni la communauté internationale, ni comme tu l'as évoqué, l'Europe ne peuvent apporter des réponses sans tenir compte effectivement des enjeux régionaux, sociologiques et anthropologiques. Et donc nous sommes dans une situation où la communauté internationale n'a pas de proposition à faire. Le conflit a pris une dimension telle que tout le monde est devenu impuissant. Pas de perspective de solution de sortie de crise. L'aggravation de la situation. Aujourd'hui, donc s'ajoute, pour venir à votre question, c'est qu'il y a des acteurs extérieurs. Vous avez cité les Émirats Arabes Unis. Il y a aussi les Kenyans qui soutiennent effectivement Himiti sur place, les FSR, donc Force de soutien rapide, et qui depuis en février, ils avaient organisé une rencontre à Nairobi. Subitement, et le 30 juin, ils ont proclamé un État. Et donc le Soudan va, de division en division, par rapport au Soudan du Sud, au Soudan du Nord, qui à l'époque, donc Darfour fait partie de la Soudan du Sud. Aujourd'hui, on assiste encore à une subdivision du Soudan, même du Grand Darfour, où Abdelaziz El-Helou devient le vice-président effectivement des FSR des Himiti. Et donc nous sommes dans une situation où il faut, pour être observateur dans ces conflits, il faut être absolument un pays voisin, etc. Nous pensons que la crise est extrêmement profonde et que malheureusement, face à ces situations, on assiste à une passivité de la communauté internationale qui n'arrive pas à proposer des solutions. Bastien, je vous voyais réagir. Ben oui, en fait, en plus Makaïla a effectivement des causes, on va dire, politiques. On peut également rajouter, disons, des causes religieuses. Il faut comprendre déjà que, disons, durant la colonisation, il y a eu dans ce pays, effectivement, disons, une instrumentalisation de la question religieuse par l'ancienne colombe britannique. Lorsqu'on regarde, par exemple, effectivement, comment, disons, l'Empire britannique, disons, a en fait institué, disons,
des districts fermés pour effectivement empêcher que, disons, les populations arabophiles du Nord puissent effectivement commercer, être en contact avec, disons, les populations du Sud, on se rend bien compte effectivement que la fracture ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, et là je te rejoins Makaïla, lorsque tu parles effectivement, disons, de la question de l'arabisation, mais en plus de l'arabisation, il y a de l'islamisation généralisée, parce que en fait le Soudan a en fait une majorité soukaina de 70% de population arabe. Mais à côté de ça, on a environ 15%, disons, de chrétiens catholiques et de 15% effectivement de personnes en fait animistes. Donc c'est en fait, disons, une société multiculturelle, multiethnique, multiraciale, qui en fait au fil des décennies, disons, a essayé de vivre ensemble. Mais la grande problématique, et c'est là effectivement, disons, le lieu, puisque nous parlons des questions humanitaires, il faut quand même que l'on rappelle que ce pays a, disons, été un peu comme la Mauritanie l'est aujourd'hui. Peut-être pas de manière légale, mais on doit reconnaître quand même que dans ce pays, il y a une haine anti-noire vraiment exacerbée. On a effectivement aussi affaire à, disons, un esclavage qui ne dit pas son nom, des violences sexuelles, des femmes sont... le viol aujourd'hui est utilisé comme arme de guerre, arme de guerre. Donc voilà, en fait, c'est en fait une réalité aujourd'hui qui en fait nous montre qu'au-delà, bien sûr, de l'apathie, disons, de la communauté internationale, au-delà, bien sûr, de l'immixtion aussi des puissances telles que la Chine, on n'en parle pas, qui, en fait, disons, a même été indexé dans plusieurs rapports, notamment ceux d'Amnesty International, quant à sa place dans, disons, la diffusion d'armes telles que des bombes guidées et en fait des obusiers, voilà, dans en fait le conflit. On voit bien effectivement que seul en fait, disons, l'implication, disons, non pas simplement de la communauté internationale qui n'a pas vraiment son sens, mais voilà, l'implication des grandes puissances pourrait effectivement davantage voilà, faire en fait en sorte que la situation soit rétablie. Yannick ? Oui, en fait, je voulais dire qu'il faut aussi avoir aussi une lecture politique parce qu'il y a une succession de fautes politiques au Soudan. Lesquelles ? La première, c'est en 2019, après le départ de Omar el-Béchir, la première erreur, ça a été de faire appel aux chefs de guerre du Sahel, des mecs qui ont combattu en Libye et partout, de faire appel à eux contre les populations locales. Ça, c'était la première faute politique. La seconde faute politique a été de les inclure dans la structure de l'État parce que dans le mouvement souverain, ils étaient carrément en co-direction. Donc, Edmeti et Abdourahmane étaient carrément en co-gouvernance. C'était la seconde faute politique. Et la troisième faute politique, c'était le coup d'État militaire. Donc, une fois qu'on a exclu le peuple qui est souverain de l'équation, ça veut dire qu'on reste entre militaires et ça finit comme ça finit. Donc, du coup, l'enchaînement de cette faute politique, ça nous amène fatalement en fait, vers une situation où ce ne sont que les armes qui parlent. Donc, je pense que si dans l'équation, il y avait encore le peuple, ça aurait été différent. Donc, maintenant, c'est juste une question de faction. Donc, la faction Edmeti contre la faction Abdourahmane, ce qui est compliqué parce que la bande sahélienne... Aujourd'hui, avoir ces deux partis autour d'une même table, au vu de cette faute politique que vous pointez du doigt, ce serait une erreur de les avoir, que la résolution du conflit se fasse entre seulement les deux parties soudanaises ? C'est compliqué parce qu'il y a des gens qui sont des seigneurs de la guerre. Tout ce qu'ils savent faire, c'est la guerre. Donc, quelle que soit la position sociale où vous les mettez, là, il y aura toujours comme une faute de rappel qui les ramènera toujours vers la guerre. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu co-diriger avec les civils. Donc, il y a des gens que, quel que soit ce que vous fassiez, donc c'était une faute de mélanger ces gens-là. Ils ont peut-être pu, je ne sais pas, les traiter autrement, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est difficile de faire avec eux. Et c'est ça qui complexifie davantage la question. Alors, je vous vois réagir sur le plateau. Qui veut prendre la parole d'abord ? Maki, Makaïla. Oui. La question était un peu de la jeunesse et aujourd'hui les conséquences de la jeunesse. Donc, effectivement, c'est un pays à qui la démocratie a été volée, puisque le peuple soudanais a eu le courage de se lever contre El-Béchir en 2019 et c'était extraordinaire. Ensuite, est-ce que c'était une faute politique d'avoir intégré dans la résolution de la mise en place de la démocratie
les hommes armés, je ne sais pas, parce qu'on ne pouvait pas faire sans eux, c'était l'armée. On voulait avoir une garantie militaire, je en pense. fait, si un peu de pression, c'est qu'on a des rebelles janjaouites, des groupes de gens qui n'ont fait que la guerre pendant 20-30 ans. Ils étaient dans toutes les guerres, en fait, ce sont des mercenaires qui font de la traite d'or, c'est-à-dire qui font dans le commerce d'or. Parce qu'il faut le rappeler, parce que le Soudan aujourd'hui, c'est le 3e producteur d'or en Afrique. Or, l'État capte à peine 10% des recettes d'or. Donc, ces mouvements-là ont un business qui marche bien. Et en fait, ils sont pour ça, en fait. C'est pour ça qu'il y a des pays de puissance. Je vois que la question de la faute politique, la population... voilà, elle partage sur le plateau. J'aimerais vous entendre. Oui. Basten, Makaïla, qui veut prendre la parole d'abord. On vous entendra tous sur le plateau, évidemment. Je voudrais juste dire qu'en fait, tu as relevé quelque chose d'assez... Frédéric, tu as relevé quelque chose d'assez important. Yannick, autant pour moi. On aurait dû associer... En fait, les civils ont été associés à la première transition militaire. Sauf que le Soudan reste un pays militarisé. Vous l'avez su le dire. Il y a d'un côté les Janjaouites animés par Moussa Hilal et par Hemeti, qui sont des groupes arabes. Il y a de l'autre côté, dans les Darfour, vous avez Abdelaziz El-Helou, qui est un grand mouvement armé. Vous avez Djibril Khalil, vous avez Mini Al-Kominawi, et vous avez d'autres acteurs qui sont aussi des mouvements politico-militaires basés à... Donc maintenant, ces gens-là, ils n'ont pas voulu s'associer à la transition. On a fait recours à des personnalités basées à la Banque africaine, à la Banque mondiale, qui étaient venues diriger la transition. Or, cette position civile n'avait pas un poids militaire. Les gens raisonnent en termes de poids militaire au Soudan. Et c'est ça la difficulté même première de la communauté internationale. Donc nous avons dit, il y a d'abord l'échec du DDR, donc l'échec de la démobilisation, désarmement et réinsertion des civils. Donc comme tu l'as su le dire, l'or est devenu vraiment un trésor de guerre au Soudan. Hemeti contrôle pratiquement l'or. Le pouvoir central de Khartoum. Et la monnaie d'échange exactement, sur la table de négociation. En plus soutenu, comme vous l'avez dit, soutenu encore par les Émirats arabes unis aujourd'hui qui sont partout sur le continent africain. Donc on est assis à une situation... Ça c'est une accusation pour l'instant qui n'a pas encore été... non, c'était pardonné par des rapports... c'est documenté, par des rapports... par Amnesty International, par exemple. Par l'ONU. Et donc les pays voisins. Donc maintenant la situation qui est là aujourd'hui, à laquelle tout le monde est défait, c'est que les gens ont du mal à proposer au Soudan une alternative. Ni le CI, Organisation de comité de la conférence islamique, ni la Ligue arabe, qui sont censés être les plus proches du Soudanais et de proposer une alternative politique issue à cette crise. Ni l'autre ont observé un silence total. Pourquoi? C'est parce que c'est le poids économique soudanais des Émirats arabes unis et de quelques pays sur ce conflit qui prend de l'ampleur assez inquiétant. Et la question humanitaire, il l'a soulevé tout à l'heure, nous inquiète tous. Avec 13 000 personnes déplacées, des réfugiés, ou dont 8 millions de placements, 13 millions, 8 millions à l'intérieur, 4 millions à l'extérieur dans les pays voisins. La communauté internationale dit que j'ai pas de moyens aujourd'hui, donc en tout cas, ces populations vont être livrées à elles-mêmes en Centrafrique, vont être livrées au Tchad et un peu partout en Égypte. Et ça. Donc le Soudanais aujourd'hui, les Soudanais sont devenus un peuple éparpillé dans le monde et donc sans assistance internationale crédible. Oui, mais en fait, ce qu'il faut souligner déjà, Soukaina, c'est que la définition de la guerre, c'est quoi? Selon Clausewitz, c'est effectivement une manière de faire de la politique autrement. Aujourd'hui, en fait, il faut comprendre en fait que les fondements de ce conflit, de cette instabilité, un peu comme on a eu l'occasion déjà de le souligner dans cette émission, en fait, c'est agrégé. Donc la question militaire s'est agrégée effectivement sur un long processus de ressentiment, d'accord, à l'échelle de l'histoire de ce pays. En fait, on peut convenir effectivement que, disons, le terreau en fait dans lequel cette problématique s'est inscrite part aussi de l'incapacité des Soudanais à vivre ensemble. C'est-à-dire que dans l'article 10 de la Constitution soudanaise, il est question que l'arabe soit la langue officielle effectivement du pays. Donc l'islamisation du pays, qui effectivement est une manière également de gommer les identités des populations minoritaires, a créé des frustrations. Pourquoi, en fait, disons, il y a qui aurait pu se régler autrement, peut-être? Qui aurait pu se régler par un consensus national, un peu comme en fait, on le voit effectivement, disons, dans beaucoup de pays où, en fait, la question, effectivement, en fait, du bilinguisme, en fait, est posée, ou encore du multilinguisme. Mais quand on regarde le cas du Soudan, on se rend bien compte déjà qu'en 2011, il y a eu une scission entre en fait le Soudan actuel et en fait le
au Soudan du Sud, sur des problématiques liées effectivement à la néantisation, à l'invisibilisation effectivement de la minorité négro-africaine. Du Sud-Soudan. Du Sud-Soudan. Mais par-delà cela, qu'est-ce qu'il y a en fait? La question militaire aussi rejoint, disons, la grande problématique, disons, de l'accès aux ressources du pays. Ça veut dire que les conflits armés, en fait, viennent en fait irriguer, viennent entretenir, viennent charrier effectivement sur des prétextes effectivement de crispation identitaire, l'accès effectivement à des matières premières, l'accès à l'or, l'accès au pétrole, qui en fait abonde dans ce pays. Yannick. Oui, en fait, je voulais rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la militarisation de l'espace politique. C'est normalement une situation qui est censée être ponctuelle dans le temps, qui s'éternise. Et chaque fois que la militarisation de l'espace politique est pérenne, ça crée des guerres infinies. On a le cas au Tchad où ça se règle toujours par des pistolets. On a justement le cas du Soudan. Donc, une fois qu'on a eu l'opportunité d'avoir des civils sur la table, je pense que c'est une erreur grave de les mettre de côté. Parce qu'en fin de compte, ce sont ces civils-là qui auraient peut-être pu permettre que le conflit soit beaucoup plus visible, que le conflit soit beaucoup plus facile à régler. Donc une fois que l'État, je peux dire le groupe au pouvoir légalement au Soudan l'a fait, c'était extrêmement grave. Donc c'est une faute politique, malgré le contexte réel qu'il y a une certaine militation de la scène politique dans ce pays-là. Oui, en tout cas actuellement, pour revenir sur ce sujet, actuellement, il y a quand même les fameux populations civiles qui étaient à l'origine de la révolution de 2019, semble-t-il, ils sont en train de se réorganiser. Les comités de quartier sont très dynamiques. Ils sont en lien avec ce qu'on appelle des joint forces. Donc, je ne sais pas s'ils sont assez armés par rapport à ces deux belligérants, mais quand même. Donc, la société civile reprend un peu du poids de la bête et c'est là qu'il faut soutenir, parce qu'on ne peut pas faire imposer une paix de l'extérieur, mais on peut soutenir localement des forces en présence qui se reconstituent. Le poids de la société civile, on l'a vu notamment pendant la Révolution, on a eu ces images très fortes. Oui. Makaïla. Oui, justement, la société civile, je pense à Adir Nour, qui est une amie soudanaise, qui est sociologue actuellement basée au Kenya, qui était une des voix en fait de la société civile soudanaise en exil, mais qui était en France, mais qui aujourd'hui se retrouve aussi à Nairobi, et d'autres voix qui sont comme Rachid, qui sont des journalistes qui étaient même dans la transition au Soudan. Sauf que la société civile n'a plus de poids, ce Kenya, dans cette situation où elle a été muselée. Totalement muselée et exilée aussi. Exilée et éparpillée dans le monde. Donc nous sommes dans une situation où la société civile n'a pas sa droit au chapitre dans un pays où tout est militarisé, pour reprendre le terme de Yannick. Donc nous sommes dans un contexte aggravé par aussi la vérité d'une autonomisation du Soudan. Vous savez très bien que le FSR de Hemeti, avec Abdelaziz El Helou, qui est un gros poids armé au Soudan, ont voulu, eux, à leur niveau, avoir un pays à part depuis les 30. Donc ça veut dire que non seulement on assiste à une division du Soudan du nord au sud, on assiste en plus du plan Darfour à une autre subdivision. Donc où va le Soudan? Je dis où va le Soudan est en train de s'éparpiller, de s'éclater. Et donc quand on connaît très bien que la division nord-sud n'a pas résolu, où est la communauté internationale? Elle aurait dû vraiment venir assister le Soudanais à la réunification et trouver une alternative politique. L'alternative politique n'a pas de sens. Et donc le rôle de la société civile devait être un rôle vraiment de premier plan pour, comment dirais-je, réunir les protagonistes, réunifier les pays et trouver une solution. Là justement, ce morcellement et ce musellement plutôt de la société civile, c'est un catalyseur dans la situation politique ou du moins humanitaire au Soudan aujourd'hui. Oui, mais comme le dit Makaïla, une société civile unifiée, ça permet d'aller plus vite dans la résolution du conflit. Mais en fait, Soukaina, dans le cadre effectivement des conflits armés, en général, les actions de la société civile sont complètement tues. En fait, c'est-à-dire que dans un contexte de guerre, on ne peut pas en fait avoir une société civile active. Serait en fait envoyer, disons, des civils au suicide en fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est-à-dire que on ne peut pas régler effectivement la problématique sans voir aussi, disons toute l'importance géopolitique que requiert effectivement cette problématique-là, parce qu'il faut quand même comprendre que on a parlé de la Chine, on a parlé de la Turquie, on a parlé des Émirats Arabes Unis, mais de l'autre côté aussi, on a aussi en fait, disons, ce qu'on appelle, on a en fait les États-Unis. C'est-à-dire qu'au sein du Congrès américain, on a des lobbies, effectivement, qui en fait, disons,
se sont constitués pour instrumentaliser la question identitaire. On l'a vu depuis 2005, effectivement, avec, disons, l'incitation qui a été faite en direction, disons, des leaders du Soudan du Sud pour effectivement arriver en 2011 à en fait faire sécession, mais on a aussi en fait cette grande problématique, disons, liée au terrorisme, parce que il faut comprendre que en 2003, le Soudan a quand même été classé par le président George Bush dans la liste des États voyous. Voilà, contributeur effectivement du terrorisme international. Disons, le Soudan a en fait été accusé aussi d'abriter, disons, Oussama Ben Laden, alors qu'on le cherchait effectivement à travers le monde. Donc en fait, c'est un pays aujourd'hui qui est certes failli, mais dont l'histoire récente montre effectivement que voilà, il y a eu effectivement des manquements graves peut-être, disons, à la souveraineté qui a donné lieu et place effectivement, disons, à l'insaciabilité, disons, des multinationales dont en fait les objectifs sont effectivement de s'emparer des richesses de ce pays. Maki, je voulais réagir. Oui, je voulais compléter ce que Bastien disait. Le Soudan, on a aussi le sentiment que c'est un pays qu'on prépare volontairement ou involontairement à une sorte de somalisation, c'est-à-dire pas d'État, et ça permet à tout le monde de venir se servir. Ce qui a failli être le Congo Kinshasa, mais qui revient un peu, qui est un peu sauvé, on verra jusqu'à quand, mais le Congo Kinshasa aussi était un peu voué à une somalisation, où chaque pays voisin, ou chaque force un peu constituée ramasse les richesses. Et la preuve de cela, enfin la preuve, un des éléments qui nous montre cela, c'est que la ville de Jubaland, c'est une région de Somalie du nord qui n'a pas d'État, qui se revendique indépendante comme beaucoup de régions somaliennes. Cette région-là sert de cours à transmission entre le pays du Golfe et le Soudan pour le trafic d'armes et d'or et tout ça. Donc les Somaliens, entre guillemets, se reconnaissent un peu dans le futur système soudanais, et comme si ça allait être une somalisation accompagné par les Somaliens eux-mêmes. Yannick, ce risque, il est tangible pour l'instant, il pèse sur le Soudan, ce risque de somalisation qu'évoque Maki. Oui, en fait, il y avait, je ne sais plus c'était quel penseur qui avait parlé de maintenir la tête hors de l'eau, c'est-à-dire qu'on n'est ni noyé, ni vraiment hors de l'eau. Donc du coup, je crois que c'est cette situation carrément de mort virtuelle, tu vois, qui veulent faire en fait, pour pouvoir, parce que c'est des gens qui n'ont pas d'autre calcul que le business, l'or, le pétrole et tout ça. Donc, ils ont que ça. Maintenant, la chose qu'il faut faire, c'est de pouvoir rentrer dans les fondamentaux. Quel que soit le cas, même dans une situation où la scène politique est militarisée, le peuple reste un levier essentiel. Parce que, par exemple, dans la guerre contre Boko Haram, c'est le peuple qui est le premier rempart. Même s'ils ne sont pas militarisés, c'est le peuple qui donne l'information de ce qui se passe. C'est le peuple qui peut contenir le recrutement. C'est le peuple. En fait, le peuple, c'est un levier important. Même s'ils ne sont pas armés, le peuple reste un levier très important dans ces choses-là. Parce que si les FSR ont pu recruter depuis 3 années, parce que s'ils ont fait si le coup de force commence en 2023, ils recrutaient depuis plus d'1 an et demi. Donc, si l'État était vraiment assis sur ses bases, il aurait pu anticiper cela, il aurait pu étouffer le mouvement avant qu'il n'éclore. Donc, je pense que dans ces choses-là, il faut revenir sur les fondamentaux, que ce soit en RDC, que ce soit au Soudan, que ce soit même au Tchad. À un moment donné, dès qu'on a l'opportunité de mettre le peuple dans l'équation, il ne faut pas remettre les pendules à zéro. Oui, mais en fait, moi je vais m'inscrire un peu en faux. Bon, c'est vrai, c'est important le peuple, mais le peuple n'a son importance effectivement que dans le cadre effectivement d'un pays stable. Aujourd'hui, ce que l'on constate malheureusement, Soukaina, c'est qu'il est important déjà dans un premier temps que, disons, les amis du Soudan, que la communauté internationale puisse déjà appeler les principaux acteurs autour d'une table pour, dans en fait le cadre effectivement d'une pacification du pays et aussi la prise en compte, disons, de toutes, disons, les problématiques sociologiques, anthropologiques, historiques qui ont fait beaucoup de mal à ce pays. Parce que, en fait, disons, moi personnellement, lorsque je regarde tout au long de l'histoire, je me rends compte que c'est un pays qui
qui a fait effectivement, disons, de la haine du noir, en fait. Disons, l'un en fait, des principaux objectifs. Lorsqu'on regarde effectivement qu'aujourd'hui, par exemple, avec la désertification du Nord, on a des populations qui, en fait, se rapprochent de plus en plus des zones du Sud et qui aussi essaient de vivre dans un contexte fragile avec des populations qui ont été longtemps esclavagisées, longtemps discriminées, longtemps soumises à toutes les exactions possibles, on voit bien que le vivre ensemble, effectivement, ne peut pas être possible. Donc le plus important aujourd'hui d'abord, c'est d'amener, avant de penser au peuple qui est en fait une fiction, c'est d'abord d'amener des individus concrets, effectivement, à vivre ensemble. Mais là encore, c'est tout un pari. Moi, je pense que le Soudan doit son existence à la volonté de tous les Soudanais, au-delà des critères ethniques, raciaux et confessionnels, la volonté de vivre ensemble. C'est-à-dire que là, la problématique devient plus profonde. Vous savez, Himiti est aussi arabe. Le pouvoir central de Khartoum sont aussi des arabes. Et donc, dans ces cas, comment voyez-vous ce problème qui a pris une ampleur extrêmement bizarre? Donc, on le pose tout à l'heure, je voudrais te compléter, Yannick, c'est que les FSR sont composés des gens venus du Tchad, du Soudan, de la Centrafrique, dont le dénominateur commun est la langue arabe. Et ils se sont retrouvés. Et donc, le pouvoir central de Khartoum pense que ces gens, c'était des milices, des mercenaires qui sont venus se battre là-bas, se battre. Donc, l'armée soudanaise, et c'est qui est réunie autour de ce qu'on appelle la force coalisée, donc en arabe, Al-Khawat al-Sharq, donc Al-Khawat al-Sharq, ça s'agit des forces coalisées, plus les mouvements armés du Darfour, réunis font la guerre au FSR. Et donc la situation prend une... C'est pourquoi moi j'insiste sur la racialisation de ce conflit. Si on prend pas l'ethnisation, si on prend pas vraiment au sérieux ces conflits, je pense que ça va déborder jusqu'au pays limitrophe. On comprend que c'est je vais réagir après, on va prendre une courte pause pour passer dans la deuxième partie. En fait, je voulais dire rapidement que dans cette islamisation, il y a encore de la hiérarchie parce que les gens, la caste, il y a aussi une question de caste. Parce que même les FSR, bien qu'ils soient arabes, ils sont de la caste en dessous de ceux du nord du Soudan qui sont les tenants de la politique au Soudan. Donc, c'était bien ce que je voulais apporter sur la question. Merci pour la précision. Dans cette deuxième partie d'émission, on va essayer de comprendre justement l'influence étrangère et le jeu de puissance qui se joue justement autour du Soudan. Vous l'avez dit, c'est un pays qui cristallise beaucoup de tensions et beaucoup de convoitises. On prend d'abord une courte pause et on revient dans un instant. Restez avec nous sur Vox Live. Merci d'être avec nous. Le débat se poursuit. On l'a évoqué en début d'émission. Le contexte, il est très particulier au Soudan. C'est un contexte stratégique, on l'a dit. Il y a les Émirats, il y a le Kenya, si on prend l'exemple africain qui a hébergé notamment les RSF à Nairobi en février 2025. Et il y a eu la formation d'un gouvernement parallèle qui a été signé le 23 février, suite à quoi il y a eu des sanctions, il y a eu des conséquences diplomatiques, il y a eu le rappel notamment de l'ambassadeur. Makaïla, je voudrais qu'on fasse un point justement sur ce jeu de stratégie. On va parler notamment du Tchad, du flux d'armes notamment qui passe entre les FSR et la frontière orientale. Est-ce que N'Djamena aujourd'hui sert de base logistique aux milices? Je voudrais, Soukène, apporter quelques éléments d'appréciation pour compléter votre analyse sur la situation au Soudan. Vous avez cité les Émirats arabes unis, vous avez cité les Kenyans qui ont abrité cette rencontre. Moi, j'ajouterais effectivement Haftar, le fils de Haftar aussi, un des soutiens qui effectivement ravitaille les FSR depuis le sud de la Libye. Et donc du côté d'autres acteurs qui soutiennent, vous avez cité le Tchad. C'est indiscutable ce qu'il y a. Des rapports sérieux, des documents ont été transférés depuis N'Djamena aux ambassades étrangères, notamment aux États-Unis, et qui ont impliqué la responsabilité du Tchad de transiter des armes jusqu'à... Vous savez très bien que M. Mamadi Zibi est parti plusieurs fois aux Émirats arabes unis et qui est effectivement à l'origine de ce soutien qu'il apporte de manière... Et il a même hébergé et abrité en N'Djamena de combattants des FSR qui ont été blessés et qui sont entretenus. Et de N'Djamena, ils ont été évacués vers l'étranger. Et je vous ai ajouté du côté de Khartoum, pour équilibrer les choses. Du côté de Khartoum, ils ont aussi le soutien de l'Égypte. Ils ont aussi effectivement le soutien d'autres États qui le soutiennent. Et cette situation a pris une ramification internationale telle que tout le monde observe. Et c'est un jeu d'intérêt, comme vous l'avez dit. Donc maintenant, sur la responsabilité du Tchad, le Tchad en même temps joue double jeu. D'un côté, il abrite les réfugiés, plusieurs réfugiés, et de l'autre côté, il fait passer des armes au profit des FSR. Donc il alimente en même temps ce conflit armé. Et c'est ça qui a même coûté
le départ, la rupture des relations de coopération militaire avec la France, parce qu'on est à Paris, il faut ajouter. C'est dans ces cadres que quand le ministre des Affaires étrangères français était parti en Djamena, il avait depuis Adré, c'est une ville voisinante entre le Soudan et le Tchad, il avait lancé l'appel selon lequel tous les acteurs extérieurs impliqués dans le conflit du Soudan doivent cesser immédiatement. Et ce qui lui a valu effectivement la réaction immédiate du président tchadien qui n'a pas aimé la manière où le ministre des Affaires étrangères français vient sur son sol et demander la neutralité des pays voisins dans ce conflit. Et donc du coup, le Tchad a décidé immédiatement à la rupture de coopération militaire qu'il a avec la France parce qu'en fait, il estime que les Français sont en train de vouloir creuser à l'intérieur. Là maintenant, des rapports le plus sérieusement, je rentre de Genève il y a 2 semaines, où, encore une fois de plus, on parle des responsabilités du Tchad dans l'alimentation de ce conflit et que des rapports liés, documentés, attestent que... les armes, le recrutement... Justement. Mais également, et donc du coup, ces genres de soutiens peuvent aussi entraîner la communauté internationale et surtout le Conseil de sécurité de l'ONU à ouvrir une enquête internationale et donc susceptibilité à ce que les autorités responsables peuvent se retrouver d'un moment à l'autre devant la Cour pénale internationale. Et donc, ces actions que les gens sont en train de mener dans le but effectivement des intérêts personnels, que ce soit pour maintenir le pouvoir de N'Djamena ou bien d'autres régimes, que ce soit lui-même Haftara et son fils qui alimentent ce combat, peuvent être tôt ou tard judiciarisés devant une juridiction internationale. Et donc moi je pense que la situation est d'une manière ou d'une autre de plus en plus complexe. Il faut absolument un sursaut international et moi j'appelle ça une massification de la communauté internationale pour une réponse adéquate à ces conflits. Mais en fait, moi je pense en fait véritablement que la situation Makaïla ne pourra pas se gérer comme ça si effectivement on n'a pas une vision régionale effectivement de la problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la déstabilisation de la Libye et tous les effets dévastateurs effectivement qu'ont eu en fait cette situation-là, eh ben on peut en fait voir effectivement que disons on a en fait, disons, aujourd'hui non plus un conflit larvé à l'échelle d'une nation, à l'échelle d'un État, mais plutôt un conflit, disons, international. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui se passe à côté en Libye, lorsqu'on regarde ce qui se passe en Centrafrique, lorsqu'on regarde ce qui se passe au Tchad, lorsqu'on regarde ce qui se passe effectivement en République démocratique du Congo, et en Éthiopie, etc., on se rend bien compte en fait que c'est un foyer, disons, multidimensionnel. Et donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'il faudrait peut-être souhaiter, c'est que déjà dans un premier temps, disons, les grandes puissances de ce monde puissent non seulement clairement jouer franc jeu, parce qu'on parlait, disons, des Émirats Arabes Unis, mais il y a des rapports d'Amnesty International qui montrent effectivement la traçabilité des armes provenant de ce pays-là. Ce sont des armes de fabrication française. La France, effectivement, a une responsabilité, effectivement, dans, effectivement, le fait qu'il y ait des experts d'Amnesty International qui ont identifié des armes françaises qui circulent aujourd'hui dans, en fait, cette, voilà, cette sous-région-là. Donc, ce qu'il faudrait dire, effectivement, c'est qu'il faudrait déjà, dans un premier temps, que les grandes puissances, voilà, membres du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine, la France, les États-Unis en premier, et en plus de cela, la Turquie, puissent véritablement, ils ont cessé d'alimenter ce conflit-là pour des fins peut-être funestes que l'on peut ignorer sur ce plateau, mais pour que les populations civiles, comme le rappelait Yannick, puissent effectivement voilà, retrouver leur sérénité. On va laisser réagir Yannick, vous vouliez la parole juste avant. Oui, en fait, j'allais dire en fait, que le Tchad essaie de résoudre un problème interne à l'extérieur du Tchad. Tout à l'heure, je vous ai parlé des seigneurs de la guerre. C'est-à-dire, la bande sahélienne, c'est une bande où depuis des siècles et des siècles, vit de la contrebande, vit de l'exploitation d'or, dans tout ce qui est trafic. Donc, il y a des seigneurs de la guerre. Et beaucoup d'intellectuels tchadiens, comme il a confirmé, c'est-à-dire, si à ce jour le conflit finit au Soudan, ils devront rechercher un nouveau job, comme on dit souvent, et ça sera au Tchad. Donc, Déby, lui, essaie de jouer les équilibristes entre le drainage de ces gens de l'autre côté, en temps lui, il est un peu plus tranquille. Parce que c'est pareil, même les mêmes gens qui étaient au nord du Mali, beaucoup ont déserté, ils se sont trouvés un nouveau job de ce côté-là. Donc, en quelque sorte, il y a des conflits qui essaient d'absorber le flux de sahéliens de la guerre dans toute la bande. Donc, je dis c'est ce rôle-là que le Soudan joue. Et d'autres gens, beaucoup, n'ont pas intérêt à ce qu'ils finissent dans l'immédiat. Oui. Pour compléter sur les forces extérieures au Soudan qui influent sur le Soudan,
les forces qui travaillent au Soudan, si elles ne sont pas sur la même longueur de vue, elles ne peuvent rien apporter. Si par exemple un pays comme les États-Unis qui a un peu sauvé la paix au Congo et Rwanda, si un pays comme les États-Unis veut s'impliquer, veut vraiment apporter quelque chose au Soudan, il y a une possibilité, mais à part cela, tous les autres pays de la région ou en extérieur sont un peu sur la ligne de diviser le Soudan pour des intérêts particuliers. Et Djibouti reste neutre, notamment officiellement Djibouti, pour l'instant, sur la position. Est-ce que ce petit État, il peut ignorer aujourd'hui les influences émiratiques, qu'elles soient militaires ou économiques? Djibouti n'est pas en bonne relation avec les Émirats, puisqu'il y a eu un conflit concernant le port. Le port de Djibouti avait été créé au départ par Dubaï. Ensuite, le gouvernement de Djibouti a demandé à Dubaï de partir, et il a repris le port et il l'a remis entre les mains de la Chine. Il y a ce contentieux entre Dubaï et Djibouti. Du coup, tous les amis de Dubaï sont devenus des ennemis de Djibouti. Gérald J, quand vous parliez tout à l'heure des pays limitrophes, est-ce que justement aujourd'hui le Soudan, il n'y a pas un risque que ça devienne un petit peu le nouveau Yémen, et que le conflit se déplace et par procuration devienne un conflit en Afrique centrale? Mais c'est ce qu'on appelle l'effet domino. L'effet domino, c'est contagion, c'est-à-dire que ce conflit va se reproduire d'un territoire à un autre, et c'est lié effectivement aux relations sociologiques et aux relations anthropologiques. Vous savez très bien, les mêmes communautés que vous trouvez au Tchad, vous pouvez les trouver aussi au Darfour. Et donc, autant vous trouverez les Arabes au Tchad, autant vous trouverez les Arabes au Darfour, autant vous trouverez les Massalites, les Dadjo, les Arabes au Tchad, autant vous les trouverez au Soudan. Et donc, c'est les mêmes communautés qui sont au Soudan, qui se font la guerre, et qui risqueraient, tôt ou tard, si on fait attention, de se retrouver dans un conflit au Tchad. Et nous, depuis toujours, on avait émis l'idée, et surtout l'appel à la neutralité des autorités tchadiennes face à ces conflits, pour que ces conflits ne puissent pas faire tache d'huile dans la sous-région. Et donc, nous assistons à une situation extrêmement grave. Et ce conflit, c'est aussi extériorisé jusqu'en France. Vous savez, en France, il y a autant de réfugiés soudanais qui appartiennent à ces communautés et qui peuvent aussi se retrouver dans un conflit, des disputes, même à l'étranger. Et donc, nous pensons qu'il est temps que les pays voisins, et notamment le Tchad, d'élever sa voix, la voix de la paix, la voix de l'unité du Soudan, et surtout la voix de la raison. Cette voix de la raison amènerait certainement la communauté internationale à dire, ah tiens, un acteur important sort du lot et se distingue et dit qu'il faut absolument proposer une solution. Et si le Tchad ne manifeste pas cette volonté, c'est qu'il peut, lui, le Tchad, pourrait être effectivement emporté par un conflit d'envergure extrêmement grave. Et là, je vous parle sur ce plateau, c'est parce que des indices nous inquiètent au fur et à mesure, et risqueraient, si on ne fait pas attention, dans les prochains jours. Vous serez là en train d'analyser effectivement cette question. Oui, mais en fait, ce qu'il faille vraiment que l'on comprenne, c'est-à-dire que nous sommes en train de partir vers une balkanisation du Soudan. Et pourquoi? Mais parce qu'il y a la problématique de l'islamisation du Soudan, l'arabisation du Soudan. Aujourd'hui, en fait, on a même été informé que l'État islamique... C'est le principal risque aujourd'hui? L'État islamique aujourd'hui est en train de faire en fait une percée en République démocratique du Congo. On se rend bien compte en fait que pour un pays, disons, de tradition chrétienne et animiste, on en vient effectivement à voir que l'État islamique commence à faire une percée en fait sur le continent. Il faudrait en fait que les États puissent comprendre effectivement que ce qui se passe au Mali, ce n'est pas simplement qu'un épiphénomène. On a affaire aujourd'hui à une généralisation du djihadisme à l'échelle du continent, à un djihadisme fondé sur un rigorisme moral, sur un rigorisme effectivement des pratiques religieuses qui fait du mal aux populations. Donc il faudrait que les États, pour protéger leur population, un peu comme le souhaitait Yannick, puissent effectivement mettre en place des mécanismes pour empêcher effectivement la promulgation des lois. J'ai vu par exemple que le Parlement gabonais a refusé effectivement de rejoindre la Cour islamique, la Cour de justice islamique. Parce que tout simplement, des puissances du Golfe souhaitaient effectivement que ce pays-là puisse effectivement intégrer, disons, cette convention-là. Donc, pour revenir au cas du Soudan. Oui, mais pour en fait le cas du Soudan, il faut comprendre qu'il y a des populations qui ne veulent pas vivre sous en fait, la domination de la charia.
Le problème majeur, est-ce qu'il n'est pas, quand on parlait de jeunesse, c'était pas le problème ethnique plus que le problème professionnel? Non, c'est en fait, disons, je vois que tout au long de l'histoire, effectivement, du Soudan colonial, même également après les indépendances, on peut voir en fait qu'il y a toujours eu en fait une marginalisation des personnes non arabisées et des personnes non islamisées. Donc cette problématique-là liée, qui restent deux profils différents, qui sont deux profils différents certes, mais en fait qui sont convergents parce que ça renvoie à en fait un même modèle culturel, alors qu'on a des minorités qui aspirent aujourd'hui à vivre conformément à leurs traditions, à leurs valeurs, à leur religion, et cela n'est pas possible aujourd'hui. On va vous laisser juste relever sur un truc assez important, c'est que l'islam en tant que tel ne peut pas être une menace pour l'unique, pour le Soudan, pour la sous-région. Un certain islam, un islam malékite, comme celui qu'on pratique au Maroc, c'est un islam modéré. On va laisser d'abord... Parce que en fait, les musulmans, en fait, au Darfour, comme je vous ai dit, il y a peu de chrétiens, peu d'animistes. La plupart, les populations qui sont là-bas sont aussi des populations musulmanes parlant aussi l'arabe. Moi qui suis souvent avec eux, donc l'islam en soi n'est pas une menace réelle par rapport à ce que vous disiez. Le problème, le fond du problème, c'est l'exclusion, et vous l'avez relevé, la marginalisation d'une proportion importante des communautés négro-africaines par rapport au pouvoir central. Mais ce qui est bizarre, c'est que même le composant arabe à laquelle appartient Hemiti, qui est aussi arabe de culture, qui est aussi exclu dans la même dynamique que les autres composantes. Donc le problème l'origine n'est pas confessionnelle. Voilà, n'est pas confessionnelle, le problème est d'abord politique, aussi l'exclusion économique, mais également la question sécuritaire. Et je pense que toi, tu as évoqué tout à l'heure, la question sécuritaire dans le banc sahélien amène effectivement à une réponse énergétique et une réponse aussi politique et une réponse sécuritaire pour permettre à ce que les populations qui vivent de part et d'autre ne peuvent pas être exclues par le pouvoir central. Et le pouvoir central, tu l'as su le dire, le pouvoir central dirigé par Khartoum, qui n'est pas que seulement des Arabes. Il y avait des Turcs qui étaient venus au Soudan, il y a des gens de toutes les catégories, les Soudanais, tu peux trouver des gens de peau blanche, mais avec des yeux verts, et qui ne sont pas des Arabes. Les Arabes n'ont pas des yeux verts. Donc nous pensons que la situation est... Bon, ça c'est encore un autre débat. On va au terme de l'émission, on va essayer d'avoir un temps de parole réparti. Yannick, je vous laisse pousser. J'allais dire ceci, c'est que attendre que N'Djamena soit l'acteur majeur de la résolution de la crise au Soudan, c'est une erreur, parce qu'ils ne vont jamais le faire, ils n'ont pas intérêt. Parce qu'ils ont cette double fonction aujourd'hui de terre d'accueil et en même temps... Parce que N'Djamena, à ce jour, s'il est plus tranquille, c'est parce qu'il y a cette guerre, c'est parce que ça permet d'écouler tout à l'heure, on parlait des Agawa et tout ça, qui sont des peuples qui sont transfrontaliers, justement liés au nomadisme, parce qu'il y a le nomadisme, il y a la traite de l'or et tout. Donc il y a ces peuples-là qui sont transfrontaliers dans plusieurs pays. Et même pendant la guerre du Tchad, il y a eu les Soudanais. Et le plus souvent, les milices qui ont menacé N'Djamena venaient du Soudan. Donc aujourd'hui, il n'a aucun intérêt en fait, à les faire revenir au Tchad. Donc, il préfère que la situation reste comme elle est. Donc, aujourd'hui, N'Djamena n'est pas vraiment celui qui va apporter la solution. Le pacificateur, non, c'est une erreur de le penser. Maki. Ce que m'inspire cette question, c'est que, est-ce que finalement, les populations soudanaises, comme d'autres populations en Afrique, ne sont pas en train de remettre en cause les tracés des frontières issues du colonialisme? Est-ce que les gens ne doivent pas être organisés? C'est le découpage. Autrement, est-ce que le découpage, dans certains cas comme le Soudan, et d'autres cas, a des conséquences beaucoup plus graves que dans d'autres pays où on arrive à gérer en interne les frontières. Je n'appelle pas à ce que cela soit le cas, mais cette hypothèse est sur la table. Oui, ça revient à la question. Justement, pour compléter, cette question et cette problématique du conflit au Soudan nous amène à nous reposer la question sur l'unité de l'Afrique. Si dans une contrée, un périmètre aussi comme le Soudan, où avec les gens ont du mal à s'entendre, qu'en pensez-vous qu'à l'échelle continentale on pourrait s'entendre? Moi je m'interroge énormément. C'est pourquoi je me dis, le découpage que tu as évoqué a tout son sens, Maki. La question aujourd'hui, c'est la question de l'unité et de l'unité du Soudan qui doit être défendue corps et âme par des intellectuels, pas des observateurs. Oui. Je vais juste compléter en disant, effectivement, nous, dans le cadre de notre organisation dynamique unitaire panafricaine, le travail consiste à rassembler les Africains au-delà des frontières, au-delà des pays, pour qu'ensemble, ils inventent une nouvelle façon de vivre ensemble.
Oui, mais en fait, ce qu'il faut dire, et là je tiens vraiment à revenir très rapidement sur ce qu'on disait par rapport en fait, au confessionnalisme. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que Il faut déconfessionnaliser. le wahhabisme en soi-même est une plaie aujourd'hui pour l'Afrique. Et il est important, disons, de mettre le doigt effectivement sur cette problématique-là, au risque effectivement de ne pas bien saisir la réalité mortifère que produit effectivement cette idéologie meurtrière. On le voit au Nigeria. On le voit en fait, disons, en Libye. On le voit au nord du Bénin même, qui est en fait aujourd'hui touché. Partout où en fait il y a des terreaux de pauvreté, effectivement, le wahhabisme vient à s'incruster. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire véritablement, on arrive. Mais est-ce que c'est pas finalement plus économique que religieux lorsque vous dites mais en fait, si c'est les ça. régions En fait. visées sont des régions économiquement Si attractives, est-ce que finalement c'est cette le facteur n'est pas d'abord économique avant d'être religieux? Non, mais en fait, je ne pense pas que ce soit d'abord économique. Je pense que c'est lié effectivement, un peu comme le rappelait Makaïla, fondé sur la question de l'exclusion. Dès l'instant que l'on exclut quelqu'un, il a tendance à faire quoi? Il a tendance à se replier sur lui-même. On l'a vu au Sud-Soudan, qui a fait sécession en 2011. Et là, aujourd'hui, le Soudan actuel est en train, effectivement, d'aller vers cette hypothèse-là, parce qu'effectivement, il y a une impossibilité pour le gouvernement central soudanais d'unifier la nation, de faire nation. Et dès l'instant que l'on n'a pas la capacité de faire nation dans un pays, eh bien, les minorités tendent tout simplement, comme en fait le rappelle le droit international, d'accord, l'autodétermination des peuples, le droit au peuple à disposer d'eux-mêmes. En fait, il y a deux facteurs que je voulais. En fait, il y a deux facteurs principaux que je voulais remettre sur la table. C'est le facteur climatique et le facteur civilisationnel. C'est-à-dire, on a la sédentarisation des peuples nomades, donc c'est-à-dire des peuples qui ont, au fil des siècles, ont toujours été nomades d'un pays à l'autre, ou bien d'un endroit à l'autre, qui veulent finalement se sédentariser parce qu'il y a la modernité, il y a Internet, tout ça, ils veulent profiter. Donc, du coup, il y a cette question-là. La question, donc, le problème vient donc du fait que lorsqu'ils veulent se sédentariser, ils doivent occuper des terres qui appartiennent aux gens. Tant qu'ils venaient pour passer, on les laissait passer. Mais tant qu'ils viennent pour rester, ça devient un problème parce qu'il y a des frottements sur les ressources. Déjà dans les zones assez sèches, c'est où la question climatique intervient parce que dans les zones où il y a peu de ressources en eau, en terre fertile, donc lorsqu'ils viennent se sédentariser, ça crée des frottements. Il n'y a plus assez d'eau pour tout le monde, il y a leurs bêtes. On doit devoir choisir entre affecter l'eau à l'agriculture ou aux bêtes. Ça, c'est des problèmes civilisationnels ou bien qui sont des multifacteurs, c'est-à-dire à la fois les facteurs climatiques et civilisationnels, parce que les gens du Nord qui ont toujours été, et c'est où justement la question de l'islam arrive, qui ont toujours été un peu avec cette hégémonie, cette volonté d'hégémonie, lorsqu'ils reviennent sur cette tentation, ils disent ah ben encore vous, on ne veut pas. Donc il y a ces questions-là qui font qu'il y a tous ces frottements-là dans la zone et c'est très compliqué à démêler de façon simple. On l'aura compris, c'est un conflit très complexe qui mériterait plus d'une heure d'émission. Malheureusement, on arrive déjà au terme de celle-ci. Je voulais vous remercier, Bastène, Makaïla, Yannick et Maki d'avoir été parmi nous ce soir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Vox Live. N'hésitez pas une fois de plus à réagir sur nos différentes plateformes de diffusion et nous faire vos retours. À très vite. Ce programme vous a été offert par Afriland First Bank.